Raphaël Liogier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'Observatoire des religions et auteur de l'ouvrage Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Dans quelle mesure vous déconstruisez dans votre ouvrage la notion d'islamisation? C'est une question importante et quand même un peu large, puisque j'ai mis 200 et quelques pages pour déconstruire la notion d'islamisation. C'est même l'objet du livre. Dans quelle mesure? Je crois dans toute la mesure. C'est-à-dire que, d'abord, c'est ce mot d'islamisation, moi, qui a attiré mon attention. Parce que dans les années 80, on ne parlait pas d'islamisation. On pouvait être phobique, rejeter par racisme les Noirs, les Arabes, les grands, les petits, les homosexuels, les pas homosexuels, et puis au milieu de tout ça, les musulmans, enfin en gros les minorités, puisqu'on était dans une période de crise économique assez importante, après la sortie des 30 Glorieuses, les chocs pétroliers, etc. Dans les années 2000, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'était différent. Dans les années 2000, on se focalise entièrement sur l'islam, et plus sur des catégories de la population, des minorités qu'on choisit un peu par hasard parce qu'elles sont différentes. C'est l'islam qui devient le point d'orgue, le point vraiment de focalisation central. Et une manière de focaliser sur l'islam, c'est ce qui montre cette focalisation sur l'islam, c'est l'émergence et le développement de ce mot d'islamisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot d'islamisation? Ça veut dire en gros qu'on ne méprise plus les minorités en question, mais qu'on a peur qu'elles soient déjà plus fortes que nous. Donc ça veut dire qu'on passe d'une sorte de rejet parce que ça serait sale, pas beau, inférieur, à un rejet parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont un plan, parce qu'ils ont une intention, parce qu'ils sont sur le point de nous envahir, enfin ils sont comme une armée en marche contre nous. Donc il y a quelque chose de paranoïaque, il y a quelque chose qui a à voir avec notre identité, qui n'existait pas dans les années 80 où c'était seulement un bouc émissaire économique. Ah, c'est plus économique, c'est un bouc émissaire identitaire, c'est plus profond. Et ce mot d'islamisation, il signifie deux choses, deux points. Un, il y a un aspect quantitatif. Et deux, il y a un aspect que j'appelle qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est l'idée qu'il y aurait un accroissement du nombre de musulmans. Et pour s'accroître, ils peuvent s'accroître que par trois vecteurs. C'est pas compliqué. Ça peut être que l'immigration, ça peut être que la natalité, et ça peut être que la conversion. Il n'y a pas d'autre manière de s'accroître que lorsqu'on est une religion. Alors, sur l'immigration, moi j'ai essayé de faire les choses de façon naïve et systématique. Vous me demandez dans quelle mesure? J'ai été naïf. On me dit que je suis un idiot utile de l'islamisme. Donc là, j'ai été tout à fait idiot, au sens où j'ai essayé de savoir exactement ce qui se passait, puisqu'on entend des chiffres absolument incommensurables. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps une forte immigration en provenance de pays musulmans, pour la bonne raison que c'était les anciennes colonies. Et donc oui, il y a un rapport direct avec les anciennes colonies, par exemple les Marocains en direction de l'Europe, ou les Pakistanais en direction du Royaume-Uni, les Algériens en direction de la France, etc. Puis quand j'ai observé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un tassement, déjà, puis une forte concurrence avec de nouvelles formes d'immigration qui ne sont pas spécialement musulmanes. Par exemple, effectivement, les premiers immigrés, encore aujourd'hui, les premiers flux viennent du Maroc, dans l'ensemble de l'Europe, un tout petit peu plus de 100 000 par an. Mais juste derrière, on a 97, 98 000, 100 000 Chinois. Et sur les 10 premiers pays d'immigration en provenance du monde, il y a seulement 3 pays musulmans. Alors ça a peut-être changé au moment où j'ai écrit mon livre, mais enfin en gros, on n'est pas dans ce processus. De la natalité. Alors la natalité, j'ai essayé d'observer aussi froidement, et je me suis rendu compte que depuis le milieu des années 60, 70, 80, la plupart des pays musulmans, les plus grands pays musulmans, la courbe démographique s'écrase. C'est-à-dire que qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman, on subit les règles sociales, sociologiques. Lorsqu'il y a un taux d'alphabétisation des femmes qui dépasse un certain seuil, il y a immédiatement une baisse de la fécondité. C'est mécanique. Alors aujourd'hui, il y a des pays qui sont à majorité musulmane, effectivement, où il y a une forte natalité, c'est les pays d'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est seulement parce que c'est les pays du monde où il y a le plus faible taux d'alphabétisation des femmes. L'Iran, par exemple, est en dessous aujourd'hui du seuil de renouvellement des générations. Même l'Algérie, c'était pas encore le cas au début des années 2000. La Tunisie, évidemment. Même le Maroc commence à ressentir ça. L'Égypte, un peu moins, parce qu'effectivement, le taux d'alphabétisation est un peu plus faible, etc. Donc tout ça,
c'est banal. On va me dire à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, c'est à peu près pareil. Les populations musulmanes, théoriquement musulmanes, c'est-à-dire qui seraient, on va dire, musulmans ethniques, sans savoir exactement ce que ça veut dire, parce qu'ils seraient d'origine turque, s'ils sont plutôt en Allemagne, d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, s'ils sont plutôt en France, pakistanaine, s'ils sont plutôt au Royaume-Uni, etc. Quand on fait des enquêtes sur ces populations-là, parce qu'on peut faire que ça, enfin les gens, c'est pas une ethnie, hein, la religion, on se rend compte que depuis les années 2000, il y a un croisement des courbes, une stabilisation, c'est à peu près égal avec la population globale, sauf qu'il y a une reprise dans la population globale qu'on ne voit pas chez ces populations-là, qui sont quand même en général plus précarisées, et donc qui mettent plus de temps, parce qu'ils ont un travail plus tard, plus difficilement, à fonder une famille. Contrairement aux catholiques, aujourd'hui, certaines familles catholiques, bourgeoises, qui sont dans un retour de foi et qui font plus d'enfants, parce qu'ils sont plus stables du point de vue économique. Donc déjà, c'est pas ce qu'on imagine, deuxième point. Puis le troisième point, ça serait la conversion. La conversion, je vous donne juste, pour faire très vite, rien à voir par exemple avec la conversion au mouvement néo-évangélique chrétien qui gagne des parts de marché religieux, si on réfléchit aux religions en termes de parts de marché, partout dans le monde, y compris en Afrique et même au Moyen-Orient. Une partie, je pense, des effets des guerres successives en Irak et ailleurs, ça a été une évangélisation qui n'était pas possible avant. Et donc il y a des évangélisations de chrétiens maintenant, de l'Algérie jusqu'au Pakistan. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors en Afrique, n'en parlons pas, en Amérique latine, n'en parlons pas. Donc on pourrait, si on regardait globalement à l'échelle planétaire, j'en suis désolé à la fois pour les nationalistes qui se sentent encerclés et pour les musulmans qui répondent au même fantasme que ces nationalistes-là en se représentant comme des guerriers qui partent à la conquête du monde pour fonder le grand califat. Eh bien, j'en suis désolé pour eux, mais la réalité, c'est que les parts de marché de l'islam sont en train non seulement de se stabiliser, mais de baisser à l'échelle planétaire aujourd'hui. Alors, il y a des endroits où ça augmente. Par exemple, on va prendre la Chine. Oui, ça augmente un petit peu, mais c'est plus ou moins stable par rapport au mouvement néo-évangélique chrétien, où il y a en gros 10 000 conversions par jour en Chine. Donc, rien à voir en termes d'échelle. Alors, on confond ça avec des phénomènes de reconversion, c'est-à-dire de gens qui sont nés dans un milieu musulman, mais qui vont pratiquer de façon plus intense. Parce qu'on est en recherche de valeur, puisqu'il y a une désaffection de l'État-nation, il y a une désaffection, une perte de confiance dans les institutions politiques, les institutions même républicaines en France et ailleurs. Donc les gens cherchent des nouveaux enracinements, cherchent des valeurs, mais pas seulement les musulmans. C'est pour ça qu'il y a le développement du mouvement New Age, qu'il y a des néo-bouddhistes. Moi, j'ai fait ma thèse sur le bouddhisme au départ, j'en sais quelque chose, sur le bouddhisme occidentalisé. Donc, il y a des recherches de valeurs, des recherches de tout ce que vous voulez. Et donc, les gens qui se trouvent dans un milieu où ils sont nés, où on leur a parlé de l'islam, où ils ont vu ça plus ou moins de loin dans leur jeunesse, eh bien, d'un seul coup, leur réenracinement, leur recherche de valeurs, naturellement, c'est se tourner vers l'islam. Et donc, ils reconstruisent un islam, d'ailleurs, qui en général n'a jamais existé, mais qui permet de remplir le vide dans lequel ils se trouvent. Donc ils se mettent à pratiquer plus intensément le ramadan, ils se mettent à être plus visibles, puisque je rappelle que la visibilité, c'est ce qui permet de se sentir être. On s'étonne souvent de ça, mais c'est rien de plus naturel. C'est-à-dire que même lorsqu'on n'est pas religieux, le matin, si on est dépressif, et qu'on se rase, on se regarde devant, ça glace, enfin on fait quelque chose, quel que soit ce qu'on fait, on taille sa barbe, d'un seul coup, on revêt une apparence qui donne le sentiment de donner du sens à sa vie. Par cette ritualisation de l'apparence. Donc les musulmans, ils sont comme les autres. Certains vont être plus radicaux, dans le sens où ils vont vouloir être plus à la racine, mais le mot radical, c'est pas un gros mot. Radical, ça veut dire à la racine. Même le mot fondamentaliste, ça veut dire revenir au fondement. Que ce soit dans l'imagination, que ce soit vrai ou que ce soit faux, il ne m'appartient pas de le dire. En revanche, ce que je constate, c'est que ça veut seulement dire qu'il y a une intensification de la pratique et qui ne correspond absolument pas à des phénomènes de violence. Donc nous, ce qu'on constate à l'Observatoire du religieux, en revanche, c'est qu'il y a des individus qui sont à la base les moins touchés par cette espèce de reconversion, d'intensification de l'islam, dans les quartiers et autres. Ces individus qui sont dans la précarité, qui souvent avaient une vie pour le moins déséquilibrée, buvaient de l'alcool et toutes sortes de choses, pas du tout en accord avec l'islam, qui ne connaissent pas l'arabe, qui connaissent à peine l'arabe vernaculaire, qui ont perdu tout ça, et qui d'un seul coup, dans cette situation complètement dérégulée, entendent parler de l'islam et subissent le racisme et subissent l'image qu'ils ont d'être forcément musulmans parce qu'ils seraient d'origine arabe. Et au bout d'un moment, ces individus qui sont en perte de tout
ceux qui sont les plus fragiles, non seulement socialement, mais en plus psychologiquement, et bien d'un seul coup, ça leur donne une dignité au milieu de ce sentiment d'humiliation, de se dire « Ah ben je vais être un djihadiste, je vais être radical ». Et ils vont interpréter l'islam alors qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vont quasiment pas à la mosquée, qu'ils ne pratiquent pas les 5 prières, qui s'astreignent très peu ou alors de façon très très récente à un certain nombre de pratiques liées à l'islam. D'un seul coup, ça va donner du sens à leur vie qui va être entre, on va dire, le tourisme d'aventure radicale et une forme de folie furieuse. Et qui, à vrai dire, font peur encore plus aux musulmans dans les quartiers où ils sont qu'aux autres. Mais ça ne se voit pas, parce que dans le même temps, les Européens sont dans leur crise d'identité narcissique, ils mélangent tout, et donc lorsqu'ils voient un musulman qui se comporte comme ça, ils ne le considèrent pas comme un fou, alors qu'en Arabie Saoudite même, on les met dans des secteurs psychiatriques pour les rééduquer. Alors on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite ne soit pas un pays musulman. Hein. Non, en France, on considère, ah, finalement, ça, c'est l'islam normal lorsqu'on est trop musulman, voilà ce qu'on devient. La preuve, si ce que je dis n'était pas vrai, on n'emploierait pas à tout va une expression absolument ridicule, qui est l'expression de musulmans modérés. Comme si, lorsque on dit « Ah, moi j'aime bien les musulmans modérés » ou qu'on parle de musulmans modérés, on voulait dire que finalement l'islam c'est un poison. Quand on en met un petit peu, ça va. Mais si on en met trop, c'est-à-dire hors de toute modération, c'est-à-dire si on est complètement musulman, on est forcément un individu violent. Alors que c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut être complètement musulman, pas du tout modérément musulman, et n'être absolument pas violent. En revanche, quand on est très superficiellement musulman, et qu'on devient musulman en raison de cette espèce de mise en scène actuelle de les défenseurs de la civilisation européenne contre les ennemis de la civilisation européenne, certains se représentent comme étant les défenseurs de la civilisation européenne, et ils sont violents, nationalistement violents, ça va être des gens comme Anders Breivik, et ceux qui sont en face, parfois, effectivement, ils vont dire « Ah ben nous, on va défendre la civilisation musulmane, puisqu'ils disent qu'il y a une civilisation européenne, c'est qu'il doit y avoir une opposition aussi, et donc ces gens-là, eh bien, ils vont devenir des Mohamed Merah. » C'est-à-dire des gens très 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 peu musulmans qui ont voulu entrer dans l'armée française, qui n'ont pas réussi parce que justement ils étaient trop instables, et qui ont fini d'ailleurs par tuer des musulmans dans le lot, puisque parmi les légionnaires qu'ils ont tués, il y avait des musulmans. Je crois qu'ils étaient 3 sur 4 à être musulmans. Donc ça veut dire qu'on est dans une atmosphère un peu de folie furieuse, de mise en scène politique, populiste à l'échelle de l'Europe, de défense de notre culture, du vrai peuple, etc., qu'on désigne des ennemis, et qu'on les désigne comme un seul bloc, et que parmi ceux qu'on désigne comme des ennemis, il y a des gens extrêmement instables, et que ces gens instables, qui sont justement les moins musulmans, à un moment donné, ils vont prétendre être les plus musulmans, et ils vont se représenter comme étant des djihadistes.